OK, bonjour tout le monde. Mon nom est Ruben Sandapen de l'Université d'Acadia et je vais présenter aujourd'hui la physique quantique. C'est destiné principalement aux écoles euh, du Canada atlantique, les écoles francophones, en particulier les écoles rurales francophones. Et c'est organisé par les chaires d'inclusion et euh, je sais plus la traduction en français, mais inclusion and chair for inclusion and equity, and also pour l'année internationale de la physique quantique. Et aujourd'hui, je vais parler d'un aspect de la physique quantique principalement sur la question de la mesure, la superposition et l'intrication. Donc, je vais commencer d'abord par parler un petit peu de moi. En parlant de ruralité, je viens de l'île Maurice, qui voyez le petit point qui est ici sur la carte mondiale. Et ici, c'est l'endroit où je suis né, là, un petit peu le paysage dans les années 80 où j'ai grandi. Donc, c'est vraiment rural. Et ensuite, j'ai fait des études à l'Université de Maurice, ensuite d'autres études plus poussées à l'Université de Manchester en Angleterre, avant de rejoindre le Québec au Canada. Ensuite, j'ai fait plusieurs années d'enseignement à l'Université de Moncton aussi, en français, au Nouveau-Brunswick. Et éventuellement, je suis maintenant professeur titulaire à l'Université Acadia. Et mon domaine de recherche, c'est la physique des particules élémentaires. Et je passe directement des années 80 ici au CERN. J'étais au CERN le mois dernier comme visiteur scientifique. Et j'ai pris cette photo où ils célèbrent aussi l'année internationale de la physique quantique. Voilà. Ça, c'est un petit peu en deux slides mon parcours. Je vais maintenant passer à mon sujet, qui est la physique quantique. Alors, je vais dire que la nature, elle est fondamentalement quantique. Euh, Non seulement, si on va à n'importe quelle échelle, les lois fondamentales de la nature sont quantiques. Alors, les lois qu'on observe dans la vie de tous les jours, telles que les lois de Newton, les lois classiques, ce sont des lois émergentes. Alors, je vais prendre cet exemple. Ici, vous avez un ballon qui est au repos sur une plage. Donc, c'est l'été qui va venir. Donc, vous voyez souvent cette image-là. La physique classique que vous apprenez à l'école, ça nous dit que s'il n'y a pas de force résultante sur la balle, sur le ballon va demeurer au repos. Elle ne va pas bouger. Et ça, on est bien d'accord avec ça, c'est intuitif et c'est ça qu'on observe dans la vie de tous les jours. Mais on sait que ce ballon est constitué d'atomes et que les atomes, enfin de molécules qui sont constituées d'atomes, les atomes sont constitués de noyaux et d'électrons. Et prenons l'exemple d'un électron, c'est dès qu'on passe au niveau subatomique, c'est là où les lois quantiques deviennent apparentes. Prenons l'exemple d'un électron. Et ce que nous dit la physique quantique est pas du tout intuitif. Elle nous dit la chose suivante, qu'une particule comme un électron qui ne subit aucune force, c'est un petit peu comme notre ballon de tout à l'heure, mais cette fois-ci, c'est un électron. Cette particule ne subit aucune force et disons qu'elle est ici et maintenant, voyez le petit point à l'écran, que la particule électron est ici
et maintenant, et c'est observé ici et maintenant. La physique quantique nous dit que l'instant d'après, il y a des chances égales d'observer l'électron n'importe où dans l'univers. Alors, ça veut dire littéralement que si maintenant c'est 5h10, l'électron est ici, un instant après, on peut trouver l'électron un peu à gauche ou on peut retrouver l'électron sur une autre galaxie. Il y a autant de chances que l'électron se retrouve à n'importe quel point dans l'espace. C'est ce que nous dit la physique quantique. Ça paraît, c'est pas intuitif. On peut se demander est-ce que c'est vrai? Est-ce que on me semble que ça fait pas du sens comparé au ballon qu'on voit ici, qui demeure là où il est, tant qu'il n'y a pas de force qui agit sur lui. Alors, c'est ce que nous dit la physique quantique pour l'électron. Alors, on parle ici d'un électron isolé. Il n'y a aucune force qui agit sur l'électron. Ce n'est pas le cas des électrons de ce ballon qui interagissent avec les noyaux du ballon et puis les autres électrons. Donc, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais ici, là, on a un cas simple, un électron isolé dans l'univers. Il y a autant de chances de retrouver l'électron n'importe où ailleurs. C'est ce que nous dit la physique quantique. Et si ça, ce n'était pas vrai, ben, votre téléphone portable ne marcherait pas. Parce que toute la technologie moderne est en fait basée sur la physique quantique. Et ça, c'est une des choses que nous dit la physique quantique. Il nous dit d'autres choses, mais une chose qu'elle nous dit, c'est cette affirmation totalement non intuitive que si on a un électron à un endroit à un instant donné, l'instant d'après, elle peut se retrouver n'importe où avec des chances égales. Alors, la physique quantique, il y a une première révolution. Donc, on célèbre l'année internationale de la physique quantique parce qu'il y a une centaine d'années, les bases de la physique quantique ont été établies par des physiciens tels que Einstein, Schrödinger, Heisenberg, Paul Dirac, etc. Et de la théorie quantique découle la première révolution quantique, qui est en une phrase la manipulation du comportement quantique d'un grand nombre de particules. Je donne l'exemple ici du transistor où il y a des charges, des électrons, et on exploite le comportement quantique d'un grand nombre d'électrons. Je prends aussi l'exemple ici du laser, qui est constitué de photons, des particules de lumière, mais d'un très grand nombre de particules de lumière. Et finalement, ici, je vais bouger. Ah, non, j'ai perdu mon... OK, voilà. Ici, je prends l'exemple d'imagerie de résonance magnétique où on a un grand nombre de spins de protons, et c'est ça qu'on est en train d'exploiter. Si on parle de première révolution quantique, c'est qu'il y en a une deuxième et que nous sommes au début de cette deuxième révolution quantique, en ce moment même. La seconde révolution quantique, par opposition à la première, c'est la manipulation du comportement quantique d'une particule à la fois. Et ça nous mène aux ordinateurs quantiques, à la communication sécurisée quantique, ce qu'on appelle cybersécurité quantique, et d'autres applications comme les senseurs quantiques, etc. Nous sommes au tout début de cette seconde révolution quantique. Ce sont les mêmes principes, mais maintenant, on est en train de l'appliquer, on est en train d'étudier une particule à la fois. Donc, je voudrais profiter de cette occasion justement pour vous présenter la physique quantique d'une certaine façon à pouvoir comprendre, à pouvoir apprécier et peut-être même à contribuer éventuellement à la seconde révolution quantique. Alors, si vous me suivez jusqu'à présent, vous remarquerez que j'ai parlé d'une seule
j'ai fait une seule affirmation, j'ai dit que la physique quantique dit quelque chose à propos de la position de l'électron, hein, qui ne subit aucune force, aucune interaction. On peut se demander, mais qu'est-ce qu'il y a de quantique dedans? Qu'est-ce qui est quantifié? Mais il n'y a rien de quantifié pour le moment. Et je voudrais parler d'une autre propriété quantique où l'idée de quantification va être évident. Et c'est aussi un système qui est beaucoup plus simple que, par exemple, la position de l'électron dans l'espace. Je vais parler du spin quantique. Alors, pour introduire le spin quantique, je dois d'abord parler de ce qu'on appelle le moment cinétique. Alors, je suppose que je m'adresse aux écoles, aux élèves d'école, donc ce qui fait que vous avez peut-être entendu parler du moment cinétique. Par exemple, si vous avez un objet qui tourne autour d'un point, l'objet possède un moment cinétique orbital. Hein. Et puis, l'objet peut tourner sur lui-même autour d'un axe qui passe à travers l'objet. Et on parle de spin, de moment cinétique intrinsèque ou de spin. Okay? Donc, à première vue, on pourrait imaginer le spin quantique comme étant comme le spin quantique de l'électron, d'une particule, comme étant un peu comme si cette particule était comme une petite bille qui tourne autour d'un axe. Alors, je vous dis tout de suite que c'est une caricature. C'est pas tout à fait, c'est pas ça ce qui se passe. En réalité, il n'y a pas de petite bille qui tourne, mais c'est toujours une image, c'est une image approximative, certes, mais utile. Donc, je vais commencer par vous introduire cette image, ensuite corriger l'image. Donc, ouais, d'abord, pourquoi ce n'est pas une petite bille qui tourne? Ben, faisons des expériences. Alors, on découvre, ce sont des résultats expérimentaux en fait. Supposons ici qu'on ne connaît pas l'orientation du spin quantique de l'électron et on veut la mesurer, mesurer cette orientation. Il y a un appareil de mesure, on ne s'intéresse pas à comment ça marche, on sait juste que cet appareil nous permet de mesurer le spin, l'orientation du spin. Et on découvre la chose suivante. L'appareil a un axe, vous voyez la flèche ici, ça nous indique le haut. Et on découvre la chose suivante, c'est qu'on retrouve toujours soit le spin haut, le spin est haut ou le spin est bas. Il n'y a que deux possibilités qu'on mesure lorsqu'on effectue la mesure. Donc, ça, c'est un peu l'idée de quantification ici qui apparaît. Donc, et si on découvre que le spin est haut, le spin est haut et vers le haut, on peut noter ça comme +1. Et si on découvre que le spin est vers le bas, on va noter -1. Alors ça, c'est un fait expérimental. Et une fois qu'on a trouvé le spin vers le haut, si on remesure encore une fois l'orientation du spin tout de suite après, on va retrouver le même résultat. Le spin serait vers le haut. Okay? Donc, c'est ça que cette première image ici représente. Ici, c'est le sigma représente soit +1 ou -1, les deux valeurs possibles. Et si on fait la moyenne, on découvre que ça va être +1. Une fois que c'est haut, ça va rester haut. Okay? Une fois que c'est bas, ça va rester bas. Okay? Maintenant, on fait la chose suivante, c'est qu'on a trouvé que le spin est haut et on fait une rotation de l'appareil de mesure de 90 degrés. Vous voyez la flèche qui pointe vers le haut pointe maintenant vers la droite. Et ce qu'on retrouve maintenant, on retrouve qu'il y a autant de chances qu'on trouve spin haut, vers le haut, ça va être +1 dans la direction de la flèche, ou -1. Il y a
si on on la mesure un grand nombre de fois, on a autant de fois plus 1 que moins 1. De sorte que la moyenne de mesure, c'est nul. Alors là, tout de suite, c'est surprenant parce que si c'était une petite bille qui tourne et que l'axe de rotation pointait vers le haut dans cette direction, ben, il n'y aurait aucune composante dans la direction vers la droite. Donc là, on voit que ce n'est pas du tout comme un mouvement de rotationnel intrinsèque. Et ça, on peut tourner l'appareil de mesure selon n'importe quel angle. Ce n'est pas nécessairement 90 degrés. On peut faire une rotation de θ, de l'angle θ. Et là, on trouve que la moyenne des mesures va être donnée par cosinus de θ. En d'autres mots, selon la θ, ça va varier entre moins 1 et plus 1 en passant par 0. Donc, ça, ce sont des résultats expérimentaux. Pour pouvoir expliquer ces résultats expérimentaux, il faut inventer la mécanique quantique. Et il y a un formalisme mathématique de la mécanique quantique. Et la façon de comprendre ces résultats expérimentaux, c'est de dire la chose suivante, que cet électron, cette particule, c'est avant la mesure, c'est dans une superposition d'états, haut et bas, à la fois. Alors, on représente ça comme ça, avec cette notation. Hein? C'est une équation mathématique qui dit que ça, c'est l'état de spin, c'est une superposition, c'est-à-dire qu'on additionne les deux possibilités et on multiplie par des nombres qu'on appelle ici alpha et bêta, que le physicien Richard Feynman appelait amplitude de probabilité. Alors, ces amplitudes de probabilité sont reliées à la probabilité d'une façon que je vais dire tout à l'heure, mais ils sont a priori complexes. Donc, ce sont des nombres, par exemple, ça peuvent être 1 sur racine de 2. Là, c'est purement réel. Ou ces nombres peuvent avoir une partie imaginaire. Le i ici, c'est la racine carrée de moins 1. D'accord? Alors là, je vais montrer encore une fois une image qui illustre de façon très caricaturale cet état de superposition. Alors, ça semble montrer la chose suivante, enfin, ce que ça veut montrer, c'est que l'électron, l'état quantique de l'électron est une superposition des deux états, au spin vers le haut ou spin vers le bas. Okay? Cela ne veut pas dire que l'électron, le spin est haut et bas en même temps. Quand on fait la mesure, on trouve soit haut, soit bas. Okay? On ne trouve pas les deux en même temps. Ça ne ferait aucun sens. Alors là, je vais peut-être prendre le temps, parce que ce n'est pas un cours, c'est une conférence pour les écoles. Prendre le temps de dire quelque chose, c'est que ceci est une équation mathématique. Ce qu'elle dit, c'est que l'état de l'électron est une superposition des états haut, spin haut et spin bas. Ça ne dit pas que l'électron est à la fois spin haut et spin bas. Il ne faut pas torturer les équations pour leur faire dire ce qu'elles ne disent pas. En fait, de façon plus précise, ce qu'elle dit, c'est que ce sont des états dans un espace de Hilbert, une superposition d'états dans un espace de Hilbert. Mais ça ne veut pas dire que l'électron est à la fois en haut, spin haut et spin bas. C'est comme dire que l'électron, il y a des gens qui disent que l'électron est en même temps à deux endroits. Ça ne fait aucun sens. Ce que la physique quantique nous dit, c'est que l'électron peut être dans une superposition d'états et ces états peuvent être ici et être là-bas. D'accord? Les états peuvent être superposés. Mais on ne retrouve jamais l'électron à deux endroits différents en même temps, parce que ça, c'est une absurdité. Voilà. Mais les images sont utiles
mais elles ne sont pas fidèles aux équations. Elles peuvent même être totalement, comment dire, tellement, elles peuvent être littéralement fausses, en fait, et donner de fausses conceptions. Il faut faire très attention avec les images. Je ne dis pas qu'il faut ne pas en avoir parce que c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Mais il faut faire très attention et toujours avoir recours finalement aux équations. Lorsqu'on mesure l'état de spin de l'électron, il y a un effondrement de l'état soit vers le haut, l'état spin haut ou l'état spin bas, avec des probabilités qui sont les nombres complexes alpha au carré ou bêta au carré. C'est une façon un petit peu abrégée de dire les choses. Je ne veux pas rentrer dans les détails mathématiques, mais c'est à partir des amplitudes de probabilité, on peut trouver les probabilités. Voilà. Donc, on ne peut pas séparer la mesure de l'état. En fait, c'est que la mesure projette l'état. Avant la mesure, l'électron est dans une superposition d'états. La mesure cause un effondrement de cet état vers l'un ou l'autre avec des probabilités que la mécanique quantique nous permet de calculer. Voilà. Donc, parlons un petit peu des probabilités. Alors, les probabilités quantiques se calculent à partir des amplitudes de probabilité quantique. Et c'est peut-être c'est qu'en mécanique quantique qu'on voit ça. Dans les autres domaines de la statistique, etc., les autres domaines, on ne calcule pas les probabilités de cette façon. On calcule les probabilités directement. On ne passe pas par les amplitudes de probabilité. On retrouve les probabilités dans le monde classique aussi. Par exemple, si je lance une pièce en l'air, en supposant que la pièce n'est pas biaisée, ben, il y a autant de chances que je trouve pile ou face. Si elle est biaisée, peut-être que je trouverai face plus de fois que de pile. Donc, ça veut dire que je peux attribuer des probabilités à ces événements. Alors, pourquoi fait-on ça? En principe, lorsque je lance une pièce en l'air, les lois classiques du mouvement, comme les lois de Newton, me permettent de calculer sur quel côté la pièce va revenir dans ma main. En principe, je peux calculer ça, mais en pratique, c'est extrêmement compliqué parce que c'est très sensible aux conditions initiales, etc. Mais voilà, c'est pour ça qu'on utilise les probabilités, parce qu'on renonce à faire des calculs trop compliqués. Ça, c'est dans le monde classique. Mais dans le monde quantique, on peut calculer que des probabilités. Ce n'est pas parce qu'on renonce à quoi que ce soit, c'est que c'est comme ça. Et si je prends l'exemple de la pièce, si la pièce est une pièce quantique, je n'ai pas besoin de lancer la pièce. La pièce peut déjà être préparée dans un état de superposition pile ou face. Ici, là, j'ai pris les coefficients comme étant 1 sur racine de 2, ce qui fait qu'il y a autant de chances si je mesure l'état de la pièce, il y a autant de chances que je retrouve pile que je retrouve face. Voilà, probabilité quantique versus classique. Alors, il y a un grand débat de la physique quantique, le débat Bohr-Einstein, qui en un mot, c'est ça. Bohr dit que ce que je viens de vous raconter dans les slides précédents, c'est ce que dit Bohr. C'est l'interprétation de Bohr. Il dit que la mécanique quantique est correcte dans ses prédictions, elle est complète. Mais Einstein, il est d'accord que la mécanique quantique est correcte dans ses prédictions, mais elle dit qu'elle est incomplète. C'est-à-dire pour Einstein, si on retrouve spin O, par exemple, pour l'électron, c'est qu'avant la mesure, l'électron était déjà spin O.
et que la mesure révèle l'état de l'électron. Il n'y a pas de projection il n'y a pas d'effondrement de l'état vers l'état spin O. Il était déjà là, comme ça. Mais alors Einstein parle d'une théorie classique cachée, ce qu'il appelle des variables cachées avec des probabilités classiques qui donnerait éventuellement quand les prédictions seraient les mêmes qu'en mécanique quantique. Mais la réalité, ce il appelle lui les éléments de réalité, c'est que l'électron était déjà dans l'état spin O et la mesure ne fait que révéler cet état. Alors, ça c'est le débat Bohr-Einstein. Alors, Einstein va un peu plus loin avec Einstein, Podolsky, Rosen en 1935. Et avec ce papier dans Physical Review qui dit que est-ce que la mécanique quantique peut être une description complète de la réalité physique? Et la réponse est non, en fait, selon eux, dans ce papier. Alors, c'est un papier assez spécial, pas très long, et il n'y a pas de référence, en fait, dans ce papier. Donc, c'est vraiment quelque chose de tout à fait, c'est tout à fait innovateur, en quelque sorte. Alors, il y a une variante de ce papier Einstein, Podolsky, Rosen qu'on appelle EPR, avec Bohm qui donne cet exemple ici. Alors, c'est comme le spin de l'électron. Donc, il y a une source ici qui envoie deux électrons, l'une vers la droite, l'autre vers la gauche. Et puis, il y a Alice ici, A, et puis Bob ici, qui mesure le spin de l'électron. Et la source produit la paire d'électrons dans cet état, ce qu'on appelle en fait un état intriqué. Et si Alice mesure le spin et trouve O, spin O, ça veut dire qu'il y a un effondrement de l'état de la paire vers cet état où l'électron d'Alice est spin O, ce qui veut dire immédiatement que l'électron de Bob va être spin bas. Et inversement aussi. Si l'électron d'Alice est spin bas, l'électron de Bob est spin haut. Okay? Donc, on représente ici le spin par les flèches. Et pour distinguer le spin d'Alice et le spin de Bob, on utilise flèche en haut et puis ici moins ou plus pour Bob, flèche haut ou flèche bas pour Alice. Donc, ce que nous dit Einstein, c'est qu'à la source, il y a une théorie classique qui est avec des probabilités classiques qui fait en sorte que si Alice mesure l'électron comme étant un spin haut, l'électron était déjà spin haut avant la mesure. Et de même, l'électron de Bob était déjà spin bas avant la mesure. Il n'y a pas d'effondrement de l'état. Alors, et on peut construire Alice va mesurer des plus et des moins parce qu'elle peut aussi mesurer le spin bas et alors Bob va mesurer spin haut. Et puis, calculer des corrélations entre les mesures d'Alice et les mesures de Bob. Alors, si l'orientation de l'appareil de mesure d'Alice est la même que l'orientation de l'appareil de mesure de Bob, alors la théorie des variables cachées d'Einstein donne les mêmes prédictions que la théorie quantique. Mais c'est là que intervient John Bell en 1964. Vous voyez le temps que s'est écoulé, 1935-1964. John Bell revient sur cette expérience EPR et lui trouve que si on fait varier l'orientation d'un des deux appareils, alors il y aura une différence entre la prédiction classique des variables cachées et la physique quantique. Voilà. En bleu, ici, c'est la prédiction quantique. En rouge, c'est la prédiction d'une théorie de variables cachées qui est la plus proche de il y en a d'autres, mais celle-ci est la plus proche de la prédiction quantique.
Et vous voyez que si les deux appareils ont la même orientation, c'est-à-dire l'angle entre les deux axes, c'est 0, ben les deux théories vont donner la même corrélation. Et aussi si c'est 90 degrés, 270 degrés. Mais pour les autres angles, il y a une différence entre ces deux prédictions. Alors, maintenant, le débat Einstein versus Bohr peut être tranché de façon expérimentale, parce que si on arrive à faire des mesures et on voit que ça suit la courbe bleue au lieu de suivre la courbe rouge, ben, ça veut dire que c'est la mécanique quantique qui est correcte et pas les variables cachées d'Einstein. Alors, c'est ce qui a été fait. Hein. C'est Alain Aspect dans les années 80, John Clauser aussi dans les années 80, et aussi Zellinger. Alors là, j'ai pris des photos que je trouvais sur Internet, donc à différentes périodes. Et ces expériences ont tranché le débat Bohr-Einstein. Alors, ils ne l'ont pas fait avec des électrons, ils ont fait avec des photons intriqués. Le spin des photons sont intriqués, ou ce qu'on appelle aussi la polarisation, pour faire le lien avec la lumière classique. Mais ces expériences ont mené au prix Nobel 2022 à ces trois individus, Aspect, Clauser et Zellinger. Alors, ça, c'est le papier d'Aspect, Granger et Roger en 1982. Alors, ils font ce montage expérimental avec les photons intriqués, les spins des photons sont intriqués. Et puis, vous voyez bien que là, il y a la prédiction quantique, la courbe, et puis les données sont en excellent accord avec la prédiction quantique. Du coup, ça tranche le débat en faveur de la physique quantique à la Bohr. Et donc, ça veut dire que l'approche d'Einstein avec les variables cachées n'est pas la bonne. Alors, aujourd'hui, ça a beaucoup évolué avec on a des montages qu'on peut faire en laboratoire dans les universités, même pour les cours au bac. Et ça se fait assez rapidement, même en un après-midi, on peut produire ces courbes et vérifier la mécanique quantique. Alors, le débat Bohr-Einstein était d'abord une question philosophique. Parce que au départ, les deux disaient que les prédictions de la mécanique quantique sont correctes. Mais est-ce que la mesure influence l'état de la particule, comme le dit la mécanique quantique, comme il y a un effondrement de l'état, ou est-ce que la particule est déjà dans l'état avant la mesure et que la mesure révèle l'état? Alors, on ne pensait pas trop comment ça pourrait être tranché parce que les deux donneraient le même résultat. Et grâce à John Bell, on a été arrivé à faire des expériences pour trancher entre ces débats a priori philosophiques. Alors là, je me permets de prendre une minute ou deux pour parler de la place de la philosophie dans la science. Il y a une grande place pour la philosophie dans la science. C'est ce qui pousse les frontières de la recherche scientifique. Ce sont des questions a priori philosophiques. Mais ce qui distingue la science de la philosophie, c'est que les réponses doivent être scientifiques. On peut poser n'importe quelle question, en fait, y compris des questions philosophiques, mais tant qu'on n'a pas de réponse scientifique, c'est-à-dire expérimentalement vérifiable, on sort du cadre on reste pas dans le cadre de la science. Mais pour rester dans le cadre de la science, il faut avoir des réponses scientifiques. Toujours pas des réponses philosophiques. Mais les questions peuvent être n'importe quelle question. Alors, là, je pense, je vois pas trop qui est là et qui n'est pas là. En tout cas, je vois comme mon écran. Et je vois qu'il est 6h moins 20. Donc, je vais aller la dernière partie de ma présentation. Ensuite, je vais prendre quelques questions. J'ai pris l'exemple du spin de l'électron, qui peut être l'électron, l'état de spin de l'électron. Ça peut être une superposition de spin haut et spin bas.
D'accord? Les expériences d'Alain Spey et collaborateurs sont faites avec des photons. D'accord? Aussi, on parle de polarisation verticale ou horizontale. Il y a d'autres systèmes physiques qui sont, ces deux exemples, ce sont des systèmes quantiques à deux états. Il y a deux états quantiques. Et l'état la plus générale est la superposition linéaire de ces deux états. Donc ça, c'est assez simple. C'est ce qu'on appelle l'espace de Hilbert à deux états. Il y en a d'autres systèmes. Ça peut être des atomes, deux niveaux d'énergie atomique. Ça peut être... il y a beaucoup de systèmes, mais si on fait abstraction du système physique et on adopte une perspective informatique, ce qui nous intéresse, c'est la superposition de bits. Hein. On peut les appeler arbitrairement 0 et 1 pour faire le lien avec les bits classiques en informatique. C'est soit 0 ou 1, les bits classiques. Mais le bit quantique, il peut être une superposition de 0 et 1, des états 0 et 1. C'est ça qui fait la différence entre les bits classiques 0 et 1, et puis le quantum bit, le qubit, qui peut être une superposition, n'importe laquelle. Ça peut être, ici on a donné un exemple, avec des poids égaux, mais ça peut être n'importe quelle superposition de l'état 0 et l'état 1. C'est ça l'unité de l'information quantique. Et cette superposition d'états fait en sorte que si on arrive à faire des ordinateurs quantiques qui utilisent des qubits, les calculs se font beaucoup plus rapidement qu'avec les ordinateurs classiques. Et la façon que l'information est manipulée dans les ordinateurs quantiques, c'est par des réseaux de qubits intriqués. Il y a l'intrication quantique des qubits. Là, j'ai donné un exemple ici, vous voyez, ça c'est un état intriqué de 27 qubits, un état intriqué. C'est de cette façon que l'information est manipulée dans les ordinateurs quantiques. L'avantage, c'est que les calculs très complexes peuvent se faire très rapidement. Par exemple, des ordinateurs quantiques à 100 qubits peuvent effectuer un calcul en quelques minutes, alors qu'un ordinateur classique prendrait 14 milliards d'années, c'est-à-dire l'âge de l'univers. Donc, c'est très prometteur. Alors, ici, j'ai j'ai trouvé ça sur Internet, de Yale, de l'Université de Yale, les différentes applications des ordinateurs quantiques, des différents problèmes que ça peut résoudre, et puis comment ça va être une véritable révolution technologique. Alors, où en est-on avec les ordinateurs quantiques? Puisque c'est une conférence en français pour le Canada francophone dans les provinces atlantiques, je vais parler du Québec, et puis l'ordinateur quantique Monarch Q, qui a 24 qubits. C'est de Calcul Québec. Alors, ça, c'est dans le Canada francophone. Et bien sûr, il y a les grosses compagnies. Il y a une course aux ordinateurs quantiques. Il y a IBM, Google. Ensuite, récemment, en 2025, il y a Microsoft qui a proposé une puce quantique où il y a des qubits topologiques. Donc, c'est tout à fait autre chose. C'est quelque chose de très différent des qubits, par exemple, avec les atomes ou avec ce qu'utilisent les IBM et Google, qui sont des circuits supraconducteurs, ce qu'on appelle des transmons. En tout cas, sans entrer dans les détails, mais le système physique est différent. Hein, mais d'une perspective, d'un point de vue informatique, c'est un qubit. Hein, les deux, peu importe le support physique. Alors,
tout le monde essaie d'avoir plus de qubits, hein, parce que plus qu'on a de qubits, plus qu'on peut faire des calculs, hein, et puis plus rapidement, d'autant plus rapidement. Et, comme je disais, des centaines de qubits, et puis on peut faire des calculs qui sont impossibles à faire de façon pratique avec les ordinateurs classiques. Mais il y a quelque chose, et là j'arrive vers la fin de ma présentation, c'est que plus on augmente le nombre de qubits, plus c'est difficile de préserver l'intrication entre ces qubits. Parce que, à moins que ce soit complètement isolé, mais ça ne vaut pas la peine de faire un ordinateur qu'on ne peut pas, si on l'isole complètement, ben on ne peut plus l'utiliser. Il y a toujours interaction avec l'environnement qui fait en sorte qu'il y a des qubits qui deviennent corrompus. Dû à ces interactions, l'intrication va être détruite entre certains qubits et les qubits deviennent corrompus. De sorte qu'il faut intriquer les qubits de façon à encoder l'information de façon robuste. Alors, robuste, je l'utilise dans le sens qualitatif, mais ça a un sens quantitatif assez précis pour les ingénieurs des ordinateurs quantiques. Mais ce que je veux dire, c'est que on utilise, on doit trouver des codes, des façons d'intriquer les qubits de sorte que ben, même s'il y a interaction avec l'environnement, même s'il y a certains qubits qui deviennent corrompus, ben, il y a d'autres qubits qui sont protégés et les ordinateurs quantiques peuvent fonctionner parce qu'ils doivent être aussi fiables parce que c'est pas la peine de faire un calcul en 2 minutes si le résultat est faux. Voilà, il faut aussi qu'il y ait une fiabilité. Alors, ce qui est quand même impressionnant, je veux dire, plutôt fascinant, aussi fascinant qu'impressionnant, c'est que ce qu'essayent de faire les informaticiens quantiques pour avoir des ordinateurs quantiques fiables, avec une fiabilité qui est acceptable, ben, il semble que la nature le fait déjà. Et là, c'est la toute dernière partie. Et je vais changer d'un coup de sujet pour aller au trou noir, parce que c'est relié en fait. Alors, l'intrication quantique apparaît aussi dans la physique des trous noirs. D'abord, la physique quantique apparaît dans les trous noirs et c'est Stephen Hawking qui a découvert cela. Ceci n'est pas une conférence sur les trous noirs, donc je vais dire en un mot qu'un trou noir, c'est une singularité dans l'espace-temps qui est cachée par un horizon et que tout ce qui rentre dans le trou noir ne peut pas ressortir, y compris la lumière. Ça suffit. Mais si on ne tient pas compte des effets quantiques, ben, les trous noirs seraient éternels. Ils vont demeurer comme ça. Ils ne vont pas disparaître. Mais Hawking, lui, découvre que les trous noirs peuvent s'évaporer. Alors, de façon imagée, on a ce qu'on appelle des fluctuations du vide quantique qui fait en sorte qu'il y a une paire de particules, une fluctuation qui se brise à l'horizon. Il y a une particule qui rentre dans le... En fait, l'antiparticule rentre dans le trou noir et la particule s'échappe, qui fait que la fin de l'histoire, c'est que les trous noirs peuvent s'évaporer. Et Hawking, lui, avait fait un calcul dans les années 70 et dit que, alors, d'abord, supposons qu'on a un trou noir et puis il y a de la matière, de la radiation, il y a des chats et des chiens et puis n'importe quoi, des téléviseurs qui sont tombés dans le trou noir d'une façon ou d'une autre. Que deviennent cette information? Parce que le trou noir est caractérisé que par sa masse et son moment cinétique et peut-être la charge, mais il n'y a que quelques paramètres. Que se passe-t-il de toute l'information qui est entrée dans le trou noir? Alors, Hawking, lui, il pensait au départ que l'information va se perdre parce que lorsque le trou noir s'évapore, l'intrication, il y a intrication entre les particules de la radiation de Hawking et le trou noir. Mais à un moment, le trou noir disparaît et cette intrication est brisée. Donc, l'information qui est encodée dans l'intrication disparaît.
Mais dans les années 90, Don Page, qui est un Canadien d'ailleurs, d'Alberta, l'Université d'Alberta, lui, il trouve que l'erreur de Hawking, c'est que l'intrication entre le trou noir et les particules de radiation de Hawking va se transférer dans l'intrication entre les particules à la fin, quand il n'y a plus de trou noir. Donc, l'information n'est pas perdue. Alors, là, j'ai parlé un petit peu de ça, du rôle de l'intrication quantique dans ce qu'on appelle ce paradoxe de l'information, parce que avec Hawking, il y avait un paradoxe. D'où que devient l'information de tout ce qui est tombé dans le trou noir. Hein. Hawking disait que tout est perdu, mais ici, là, on voit que l'information se retrouve dans l'intrication entre les particules de Hawking, hein, les produits de l'évaporation du trou noir. Alors, les dernières recherches théoriques vont encore plus loin et il semblerait que l'espace, ou ici je dis l'espace-temps parce qu'Einstein nous dit qu'on ne peut pas parler d'espace sans parler de temps, on doit parler d'espace-temps. Alors, ce qui est espace pour quelqu'un est peut-être espace-temps pour un autre observateur. Nous dit la chose suivante, c'est que l'intrication crée de l'espace. Voilà, je le dis de cette façon. Et là, on voit une image ici, qu'il y a une intrication entre les qubits sur la surface gauche et les qubits sur la surface droite de la sphère. Et l'aire du cercle ici, c'est égal à cette quantité d'intrication, une mesure de l'intrication. Et quand l'intrication entre les deux hémisphères, les deux surfaces diminue, ben, cette aire diminue. Et éventuellement, il y a deux espaces qui sont plus connectés. Donc, il y a l'espace qui connectait autrefois la gauche et la droite n'existe plus. Alors, en un mot, ça veut dire que... Alors, je reviens à ma phrase au tout début, la nature est fondamentalement quantique. Ça voudrait dire que les particules subatomiques obéissent à des lois quantiques. Okay? Et quand ils interagissent entre eux, etc., ils forment des objets macroscopiques. Là, on a des lois classiques émergentes. Donc, on peut dire que ça, c'est ce que veut dire la nature étant fondamentalement quantique. Mais on peut aller plus loin aussi. C'est que l'espace-temps lui-même est une conséquence de la façon dont les qubits sont intriqués. Et ils sont intriqués, ils doivent être intriqués de façon robuste parce que sinon, l'espace disparaîtrait. Donc, ce que cherchent à faire les ingénieurs de l'information quantique, des ordinateurs quantiques, on dirait que la nature le fait déjà, avec comme objet fondamental des qubits, sans espace, sans temps, sans espace-temps, des qubits qui sont intriqués de façon assez robuste pour créer l'espace-temps, qui est émergent. L'espace-temps lui-même émergerait de l'intrication des qubits. Alors ça, c'est Mark. Il y a beaucoup de Canadiens qui participent à ça. C'est pour ça que j'ai pris le temps de mentionner ça. Et une des figures de proue dans ce domaine, c'est Mark Van Rams, donc de l'Université de la Colombie-Britannique. Et j'ai mis ici deux livres utiles qui sont ça reste quand même un peu technique, mais ce n'est pas des cours, donc ça peut être accessible à ceux et celles qui sont intéressés par ces sujets. Merci beaucoup. J'ai pris 50 minutes environ.